Enfin, le jour est arrivé. Je pars pour Angoulême. Depuis que je suis gamine, la bande dessinée me fait rêver. Aujourd'hui, je vais enfin rencontrer tous ces gens de l'ombre qui travaillent dans la BD à longueur d'année. Les auteurs, bien sûr, mais aussi tous ceux qui contribuent à faire venir ces livres jusqu'à moi. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Et pourquoi font-ils ce métier? Ma décision est prise. À partir de maintenant, je mène l'enquête. Je vais découvrir l'envers du décor. Ce qui se cache réellement sous les bulles. C'est évidemment ici à Angoulême, pendant le plus grand festival de BD du monde, que l'on peut apprécier le mieux la richesse et le développement du monde de la bande dessinée. Des centaines d'auteurs et de maisons d'édition, des dédicaces par milliers et de l'argent qui coule à flot. La BD est aussi un marché qui brasse beaucoup d'argent. 33 à 38 millions d'albums sont vendus chaque année, un chiffre d'affaires de 350 à 410 millions d'euros. 4 des best-sellers BD tirés en 2012 ont dépassé les 400 000 exemplaires, avec un record de 1 million d'exemplaires pour le 13e Titeuf. Et bien qu'on en parle très rarement à la télévision, les BD sont très souvent en tête des meilleures ventes de livres, tous genres confondus. Pour m'y retrouver dans un monde aussi complexe, il me faudra de l'aide. J'ai rendez-vous avec Frédéric Vidal, journaliste et rédacteur en chef du magazine Casemat. Il va me parler de ce qui m'intéresse le plus, à savoir la bande dessinée franco-belge. Mais d'abord, c'est quoi la bande dessinée franco-belge? Ah, c'est très facile, c'est la BD qui est ni américaine ni japonaise. Tout bêtement. Ah ouais. On parle de BD franco-belge parce que les créateurs sont essentiellement d'origine belge ou française, mais l'essentiel, je crois que 80% du marché, c'est le territoire français. Donc il se définit par son secteur de vente. Cette BD franco-belge a bien changé depuis ses débuts. L'image de la bande dessinée, c'est Tintin, c'est donc une BD qui à l'origine est destinée aux enfants. On ne s'affichait pas quand on était quelqu'un de sérieux avec de la bande dessinée. On se cachait, pour la dire. La reconnaissance est arrivée et aujourd'hui, quelqu'un comme Joas Farr peut faire la une de Télérama, ce qui paraissait inconcevable il y a encore quelques années. Là maintenant, il n'y a plus ce complexe-là. Les auteurs le sentent d'ailleurs aussi. Alors justement, les auteurs. Chaque année, ils viennent en nombre à Angoulême. Et comme de grands fauves assoiffés, ils convergent à la nuit tombée vers un point bien précis pour se désaltérer. On est dans le hall d'un hôtel Mercure à Angoulême. A priori, un hôtel Mercure, c'est pas spécialement glamour. Et c'est devenu par un drôle de hasard, en fait, le lieu de rendez-vous de tous les auteurs de BD de toute la profession le soir. Donc le festival se termine ici, la nuit, tard, voire au petit matin d'ailleurs, plutôt au petit matin. Il faut se rappeler que les auteurs de BD sont des gens qui vivent de façon très isolée, parce que le travail, notamment évidemment celui du dessin, nécessite un travail long et fastidieux, seul avec sa planche à dessin. Et quand ils se retrouvent, c'est plutôt festif. Donc ça picole sec pour dire ce qui est, et c'est plutôt joyeux. Le soir, il se passe des choses pas tristes. Mais il y a aussi des tas de relations professionnelles qui se nouent dans l'euphorie des soirées. Au Mercure, du coup, les auteurs se mélangent, alors qu'avant, dans la journée et généralement sur les repas, évidemment payés par les éditeurs, qui gardent leurs écuries, avec parfois pas mal de jalousie d'ailleurs. Donc les auteurs sont priés de pas trop se mélanger, d'aller voir chez les autres comment ça se passe. Mais après, le soir, ils ont le droit d'aller se mélanger. Donc ils sont plus libres. Et on y retrouve évidemment les éditeurs, les journalistes, toute la profession, qui reste un petit milieu. Il n'y a pas des milliards de personnes qui interviennent dans le monde de la bande dessinée. Ce soir, l'ambiance est à la fête. Je préfère ne pas déranger. Je vais continuer l'enquête un peu plus tard. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Gilles Ratier, libraire et journaliste spécialisé en bande dessinée. Il rédige chaque année un rapport qui fait autorité dans le monde de la BD. Le rapport dont je suis l'auteur et que je réalise depuis une dizaine d'années consiste à comptabiliser toutes les parutions de bande dessinée sur la France, la Belgique et la Suisse, l'espace francophone européen. Il y a 20 ans, il n'y avait que
entre 300 et 500 albums par an qui sortaient, réédition comprise, hein, tout compris. À partir de 2000, avec l'arrivée des mangas, tout ça a commencé à augmenter sérieusement. Et cette année, donc, on dépasse les 5000. Donc ça a pratiquement triplé, quoi. Voilà, en 10 ans. La peur aujourd'hui, c'est que le marché est en train de se tasser et la production continue d'augmenter. Donc il risque d'y avoir un petit danger. Grâce aux bases que j'ai établies, j'ai pu dénombrer 1446 auteurs dont les revenus permettent de vivre plus ou moins bien de la bande dessinée, du moins de leur métier. Dans ce chiffre-là, il n'y en a vraiment que, on va dire, 300 qui vivent vraiment très très bien de ce métier-là. Après, il y en a à peu près la moitié qui arrive à vivre décemment et tout le reste, on va dire, crève la faim. Crever la faim, l'expression est forte. C'est pourtant cette réalité que nous révèle le syndicat des auteurs lors d'une réunion pendant le festival à la Cité de la BD. On s'aperçoit qu'en fait, dans tous les acteurs qui forment le monde de la bande dessinée, les seuls qui vont vers une paupérisation caractérisée, ce sont les auteurs, c'est-à-dire sont ceux qui sont à la base, à la création finalement des œuvres. Ce qui est quand même je ne vais pas dire que c'est une première, ça a dû arriver dans d'autres domaines, mais c'est quand même relativement rare. On a créé le syndicat parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un vrai manque du côté des auteurs de BD qui étaient réputés pour être des gens très individualistes, très repliés sur eux-mêmes. Or, on se rendait compte qu'à un moment donné, pour certaines questions, il valait mieux qu'on soit ensemble, réunis, qu'on joue ça de manière collective, et que si on attendait que ça se fasse, que ça tombe du ciel, ça n'arriverait jamais. Il s'avérait qu'en discutant, le plus intéressant pour nous était de nous rallier à un syndicat existant qui est le SNAC, le Syndicat national des auteurs et compositeurs. Donc en fait, techniquement parlant, nous sommes le groupement bande dessinée du SNAC. Pour essayer d'expliquer un peu comment se passe la vie d'un auteur de BD qui présente un projet. Un auteur n'est pas salarié d'une boîte. Je ne suis pas salarié de chez Dupuis ou salarié de chez Dargaud. Je présente un projet, il est accepté ou pas par une maison d'édition. Et à partir de là, je dois éventuellement chaque année représenter un nouveau projet, le renégocier. L'éditeur fait une avance d'argent pour permettre à l'auteur de faire son œuvre. C'est-à-dire qu'avec cette avance que fait l'éditeur, imaginons un contrat de 20 000 €, les auteurs vont pendant 1 an pouvoir travailler sur un album. Il faut savoir qu'un scénariste met à peu près 1, 2 mois, 3 mois pour faire un scénario. Un dessinateur met généralement 1 an. Donc il faut quand même une certaine somme. 20 000 €, c'est pas mal pour un projet, mais en même temps, c'est pas énorme pour vivre une année. C'est ce qu'on appelle une avance sur droit. C'est-à-dire que l'éditeur, avec les premières ventes effectuées sur l'album, va se rembourser de cette avance. Et quand le remboursement est terminé, l'auteur commence à toucher ce qu'on appelle des droits d'auteur. Le pourcentage de droits d'auteur, généralement, est à peu près de 8% du prix de vente. Si une BD fait, disons, 10 €, les auteurs, scénaristes, dessinateurs et éventuellement coloristes, les coloristes n'ont pas toujours de droits d'auteur, mais les 2 auteurs vont gagner 80 centimes sur cette vente. Donc bien sûr, quand on fait un très gros succès, quand on vend 50 000 albums, 100 000 albums, là on touche une somme qui est assez importante. Mais la plupart des BD actuellement se vendent plutôt aux alentours de 5 000 6 000 exemplaires. On va même plutôt maintenant vers 3 000 exemplaires. Ce qui veut dire que la plupart des auteurs, en réalité, ne touchent pas leur pourcentage de droits d'auteur. Ils ont eu une avance qu'ils n'auront pas à rembourser, ce qui est déjà pas si mal, mais par contre, ils ne toucheront pas, en fin de compte, d'autres droits d'auteur pour la majorité d'entre eux. Donc à partir de là, il y a un sentiment d'insécurité qui est assez fort, d'autant qu'il y a une certaine forme de précarité dans ce métier, et que pour une poignée d'auteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais il y en a énormément d'autres qui gagnent à peine un SMIC, en fin de compte, et qui plus est, ne sont pas certains que l'année d'après, ils auront à nouveau du travail. Et il n'y a pas de chômage, bien entendu, pour un auteur. Un auteur dont les projets ont été refusés par tous les éditeurs se retrouve du jour au lendemain sans revenu. À ce stade de mon enquête, je suis un peu déroutée. Ces histoires d'avance sur droit, de droit d'auteur semblent assez complexes. Et 1 an pour faire un album de 46 pages, ça a l'air beaucoup. Afin de mieux comprendre en quoi consiste le travail d'un auteur, je décide de suivre Marco, un dessinateur qui vit pas très loin de chez moi, au Pays Basque. Je m'appelle Marco, Marc Amspar, et je fais de la BD depuis une dizaine d'années maintenant. Mais je travaille dans le dessin depuis 24 ans. Le choix d'être auteur de bande dessinée est assez vieux. Je devais avoir 12 ans ou 11 ans quand le choix a été fait. À 19-20 ans, je suis parti sur Paris et je travaillais au milieu du dessin animé. C'était mon premier pas dans le milieu professionnel du dessin. Alors là, je suis en train de finir les Gaudis au tome 2. Je suis à la planche 45. Donc là, j'ai le scénar. Là, je fais les crobards. La mise en place des 2 planches pour que la semaine prochaine, je puisse mettre ça en couleur. Voilà, et normalement, dans la journée, je dois aussi corriger la couverture
pour qu'elle parte à la maquette. Puis en même moment, je check les couleurs sur l'album Kirsten, un petit marchand d'allumettes. Wait a moment, please. Constamment en train d'expliquer aux gens, c'est un vrai métier. C'est vraiment un travail à part entière qui demande des compétences particulières et qui demande un temps d'investissement autant que n'importe quel métier. Je dois faire une planche par semaine minimum. En ce moment, j'en fais 2 par semaine parce que le livre est bientôt fini et qu'il faut que tout soit remis la semaine prochaine. Donc je suis arrivé à l'heure actuelle à ce que je rêvais quand j'avais 11 ans. Je fais de la bande dessinée, c'est 95% de mon temps. Je raconte des histoires, je suis diffusé au niveau national, je signe dans des grosses maisons d'édition. Maintenant, au niveau professionnel, je suis qu'au début de plein de choses, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas au niveau de la bande dessinée, je ne suis qu'au début. Voilà. Mes parents, c'est grâce à eux que j'ai pu partir là-dedans à fond. L'autre personne qu'il faut absolument remercier, c'est la personne avec qui je vis, Jeuneux, qui elle, pendant toutes les années où ça a été la grosse galère, a toujours été là. Et l'épreuve que j'ai eue à passer à la fin de l'Agence Barbare, qui était ma première série chez Bambou, du jour au lendemain, malgré les avertissements de mon éditeur au tome 2, qui me disait de préparer mon après, mais moi j'étais surbooké, j'avais pas le temps de travailler sur autre chose, a fait que quasiment du jour au lendemain, il n'y a plus aucun projet. J'ai laissé tomber mes envies de bande dessinée à l'époque parce qu'il fallait que je vive. Et donc j'ai travailler dans le dessin, donc continuer dans le dessin animé, et puis travailler dans la com classique, que ce soit des devantures de magasins, ou des cartes de vœux, ou des logos, ou des affiches, voilà. Donc je suis revenu à la bande dessinée. Je me suis retrouvé dans la situation de quelqu'un qui redébute. J'avais beau dire que j'avais fait 4 albums, que j'avais même plus d'expérience. Non, je suis repassé par la phase casse-départ, dossier anonyme, avec lettre de refus classique, comme on en reçoit tous. Ça m'énerve. Elle est dure à mettre en place. Et bien, comme il faut que je l'avance, donc il faut que... Voilà, quand ça coule pas comme ça, c'est un peu... Il y a une case que j'ai carrément envie de virer, donc je sais pas si je la fais ou pas, je sais pas. Elle n'est pas utile. Il va râler, mais... Je la vire, allez hop. Je vais faire un champ contre champ. Ça va très bien fonctionner. Ah oui, non, il y a une très grande fragilité. C'est pour ça que moi, je tiens absolument à garder mes activités à côté. On est à l'abri de rien, quoi, parce qu'il y a tellement de paramètres, il n'y a tellement pas de recettes pour que ça fonctionne. Il y a tellement d'auteurs sur le marché, il y a tellement de projets. Je pourrais éventuellement passer toute mon énergie dans la bande dessinée, mais c'est pas si sûr que ça. Je suis pas serein. Tant que je ne suis pas serein à ce niveau-là, je ne lâcherai rien à côté. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai voulu être auteur de bande dessinée, et c'est une vraie passion. Ça passe par-dessus tout, quoi. Voilà. Malgré la galère, malgré les angoisses du matin, et malgré les problèmes techniques que je peux rencontrer, ou pas savoir où est-ce que je vais, ça reste quand même un point fort de mon activité et de mon désir artistique. Voilà. Raconter des histoires. En écoutant Marco et en le regardant travailler, je suis frappée par 2 choses. D'un côté, cet amour immense qu'il exprime pour la bande dessinée. Et parallèlement, il y a dans les propos de Marco une fragilité, cette angoisse sur le plan économique, qui semble gâcher quelque peu son plaisir. Est-ce un sentiment partagé par d'autres acteurs du monde de la BD ? À l'autre bout de la chaîne du livre, je vais à la rencontre d'un libraire spécialisé BD à Bayonne. Alors, je suis Jacques Dubois, libraire depuis 30 ans, 25 ans à la librairie Quebouille à Bayonne. Je pense que le métier de libraire, c'est avant tout le contact avec les clients qui est important, et la façon dont on fait son travail, c'est de conseiller le client. Si on veut le faire correctement, il faut connaître le sujet. Je fais partie des vieux de la bande dessinée. J'ai vu l'évolution de la bande dessinée depuis 30 ans et qu'on ne fait plus le même travail. Avant, on lisait de la bande dessinée, maintenant on ouvre des cartons
on lit de la bande dessinée, on conseille toujours le client, mais on n'a plus le temps de lire tout ce qui sort. Si on calcule 5300 bandes dessinées à lire, il faut faire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, donc impossible. Je subis complètement la production actuellement, oui. J'ai du mal à supporter les arrivées de cartons, les nouveautés qui n'en sont pas, qui sont des rééditions, des compilations, des coffrets. Tout ça, ça m'agresse sérieusement, oui. Ça m'empêche de travailler correctement. Et je ne le fais pas dans le même état d'esprit. Je suis plutôt négatif en recevant les cartons que d'avoir du plaisir à découvrir quelque chose. C'est un petit peu estompé par le désagrément de l'ouverture des cartons. Quand il travaillait, parce que moi, je n'ai pas connu cette période, mais tu avais une nouveauté qui sortait, quand tu parles de 82, tu la mettais en place, tu la vendais 3 mois. Maintenant, au bout de 8 jours, des fois, même des fois, on n'a même pas le temps de la présenter parce que ça arrive derrière et qu'il faut faire de la place. Donc là, quand on vendait les Blueberry, un Blueberry, c'était vraiment sur 6 mois. Je veux dire, c'était encore de la nouveauté 6 mois après, quoi. Hein, c'est pas vrai? Oui. Voilà. La différence de mise en place de nouveautés en 82 et maintenant, ça c'est énorme. Mais est-ce que tu comprends la logique derrière cette production? Oui, je comprends très bien que je sers de banquier à tous les éditeurs de France et de Navarre. Là, je comprends, ça j'ai compris très bien. On ne nous met pas par hasard toute cette marchandise. Il leur en faut de plus en plus pour pouvoir tenir financièrement, oui. Il est temps pour moi de partir à la rencontre de ces fameux éditeurs à Paris. Selon le rapport de Gilles Ratier, on compte plus de 326 maisons d'édition de BD en 2012. Mais ce sont 4 grands groupes d'édition, Média Participation, Delcourt, Glénat et Gallimard, qui récupèrent la majeure partie du marché français depuis des années. Je vais rencontrer les dirigeants des 2 plus grands groupes. Numéro 1 en termes de part de marché, c'est le groupe Média Participation. Delcourt suit de près et se retrouve même premier en termes de production avec 906 titres parus en 2012. L'essence de votre métier d'éditeur, c'est quoi? Trouver des bons projets et en faire des succès. C'est à peu près tout. C'est la capacité à déceler des talents, ensuite évidemment les accompagner, non pas sur un seul album, mais sur toute une carrière. Et à amener aux auteurs tout l'accompagnement nécessaire sur leur création, au niveau technique, sur la qualité de leur ouvrage, au niveau de l'emballage visuel de leur livre, pour qu'il ait le plus d'impact possible, la promotion, évidemment, la publicité, tout ce qui va lui donner de la visibilité et des chances de trouver un public, ce qui aujourd'hui n'est pas évidemment quelque chose de très simple. Être éditeur, c'est être à cheval entre des métiers de création et des métiers industriels, entre l'artisanat et l'industrie. En amont de tous ces métiers-là, il y a la création, il y a des créateurs, il y a des auteurs. Et vous avez au départ un dessinateur qui, sur une feuille, a dessiné 3 petits personnages. Et 2 ans plus tard, il faut que ça arrive en palette de 2000 exemplaires, bien filmés, au Carrefour des Ulysses à 14h30 un mardi. L'éditeur, il est à cheval sur ces 2, et donc il y a à la fois gérer l'irrationalité de la création et la rationalité impitoyable de la commercialisation et de la fabrication. Et c'est tout le charme de ce métier, c'est de jongler entre ces deux mondes très très différents. Les 2 éditeurs sont donc d'accord en ce qui concerne leur mission. Pourtant, leur analyse de l'évolution du marché, elle, est diamétralement opposée. On regarde toujours le marché actuel avec un œil très très critique. Non pas que tout aille parfaitement bien, ça va peut-être un peu mieux dans la bande dessinée que dans la sidérurgie, par exemple, je l'ai dit. Mais bon, comme je le disais, quand j'ai démarré, c'était bien pire. C'est-à-dire que c'était le creux de la vague terrible, c'est en 86, dû sans doute au vieillissement des maisons traditionnelles de la BD et de leurs fondateurs. C'était à l'époque où M. Dargaud était encore aux commandes de Dargaud, mais était un homme âgé, pareil pour M. Dupuis, etc., etc. Il y avait vraiment une désaffection de la bande dessinée, et c'était le désert. Il y a quelques dizaines d'années, c'était un marché un peu de niche dans lequel il y avait que quelques éditeurs qui intervenaient et c'était un marché très sain. À l'époque, on n'était pas dans la surabondance, on était dans la disette. Et c'était autrement, à mon avis, plus pénible encore qu'aujourd'hui. Le marché, en se développant, a multiplié le nombre des acteurs, multiplié le nombre des albums, multiplié le nombre d'auteurs.
Et le nombre de lecteurs ne s'est malheureusement multiplié que par 2 à peu près. Alors on dit que maintenant il y a trop, j'entends beaucoup, trop de production, etc. etc. C'est un peu vrai de tous les domaines artistiques et créatifs. Il y a trop de livres, trop de romans à la rentrée littéraire, il y a trop de films chaque mercredi au cinéma. Ceci, c'est résultat d'une ouverture. C'est-à-dire qu'on permet à des auteurs de s'exprimer. Paradoxalement, quand on passe de 500 à 5000 nouveautés, il n'a jamais été aussi facile pour un jeune auteur de se faire éditer et jamais aussi difficile de trouver des lecteurs. Les points de vue diffèrent encore plus quand on lâche le mot surproduction. Moi, ça n'a jamais été guidé par une stratégie. Je ne me suis pas dit je vais multiplier les parutions de manière à, je ne sais quoi, prendre de la place en librairie, envahir le marché, étouffer les autres. On a pu nous prêter ces intentions, mais ce machiavélisme n'est pas de mise. La seule vérité, c'est qu'on a été poussé par la qualité de la création. C'est aussi bête que ça. Entre Dargaud, Lombard et Dupuis, nous représentons 30% du marché et nous publions 11% des nouveautés. Donc nous ne sommes pas acteurs de cette surproduction. On nous dit qu'on devrait le faire, on devrait restreindre cette capacité. Je pense que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont passés, qui ont franchi le pas de la porte et qui aimeraient bien que les autres derrière ne suivent pas. Nous sommes également victimes parce qu'il faut bien voir que le résultat principal de la surproduction, c'est la mort du fond. Et le fond a de plus en plus de mal à vivre et à se voir. Il y a eu aussi la volonté d'aborder des genres ou des domaines qu'on ne faisait pas avant, comme le manga, le comics, etc., qui ont fait que naturellement, évidemment, on a occupé plusieurs créneaux. Mais c'est avant tout la création qui nous a poussés, ce n'est pas une espèce de stratégie de conquête. Je pense qu'aujourd'hui, les libraires ont un rôle à jouer dans la surproduction. Le libraire a un rôle de sélectionneur à jouer, qu'aujourd'hui, par manque de temps, par manque de volonté parfois, il ne joue peut-être pas suffisamment. À chaque fois qu'on parle de surproduction, moi je parle de richesse, de diversité, de multiplicité des talents. On a une chance inouïe. Il faut bien se trouver en France pour qu'on regrette d'avoir la chance d'avoir autant de talents dans un domaine. Pour éditer une bande dessinée, il ne faut pas seulement imprimer des héros, il faut être soi-même un héros. Richesse d'un côté, saturation de l'autre, personne ne se dit responsable de la situation actuelle du marché. Mais au-delà des auteurs et des éditeurs, bien d'autres acteurs interviennent dans la chaîne du livre. Et eux, qu'en pensent-ils? Je décide de me rendre à Tournai, en Belgique, pour visiter l'entreprise Le Safre, l'une des plus grandes imprimeries de bande dessinée du marché. L'imprimerie Le Safre est une entreprise familiale qui s'est spécialisée dans l'édition. Et dans l'édition, 2 grandes parties qui sont les bandes dessinées et les livres, le livre d'art ou tout autre livre. En nombre de bandes dessinées, cela représente entre 5 et 7 millions d'albums suivant les années. Si j'ai un avis personnel à donner, il y a trop de nouvelles sorties. Il y a trop de nouvelles sorties et bon, je crois que ça ne va pas correspondre au nombre d'acheteurs. Mais plus de livres à imprimer, ça doit être bon pour vous? Oui et non, mais non. Moi, je préfère avoir des clients riches qui se permettent de sortir des beaux travaux que des clients qui sont endettés avec un stock impressionnant et qui me disent, bon, cette année, on va réduire. C'est une arme à double tranchant. Pouvez-vous me dire le coût moyen d'une BD au sortir de l'imprimerie? C'est une question très dangereuse parce que l'interprétation qu'on peut en faire est dangereuse également. Puisque en dehors du coût de l'impression, il y a bien sûr tous les autres coûts de distribution, de TVA et compagnie et tout. Mais une bande dessinée sort à moins d'1 euro, en moyenne. Le prix de l'album sortant de chez nous n'a pas arrêté de baisser. Le coût du papier a même encore diminué cette année. Le coût du papier intervient à très peu de pourcents dans les albums. Je le dis franchement, je suis prêt à en discuter avec quiconque. 1 euro le coût de fabrication de la BD qui sera vendue en moyenne entre 10 et 15 euros en librairie. Où va le reste? Une part revient au distributeur, qui au sortir de l'imprimerie recueille les livres fraîchement imprimés. C'est dans ce type de locaux immenses, comme ceux d'Hachette Livre, que sont stockées les bandes dessinées avant leur expédition auprès des différents clients. Visite guidée. On est sur la réception du site de Maurepas. Et les ouvrages en fait nous arrivent par palette entière. Ensuite, chaque chargement est évidemment contrôlé, évidemment en nombre et en qualité. Hachette Livre Distribution est un acteur majeur de la distribution de bandes dessinées en France. On manipule de l'ordre de 1 200 000 en fait, ouvrages par jour chez Hachette. Le métier de distributeur de livres, c'est la prise en charge de la totalité des stocks que nous confie en fait un éditeur, les entrées mais aussi les sorties, préparer les commandes des clients des ouvrages de cet éditeur et puis ensuite assurer ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire la totalité des retours des invendus. Au moment de leur expédition, des milliers de cartons s'acheminent de rayon en rayon, guidés par leur code barre, s'arrêtant devant un opérateur chaque fois qu'il est nécessaire de recueillir un nouveau livre.
Puis les cartons continuent leur route jusqu'au camion qui les emmène à leurs destinataires respectifs, les libraires ou les autres points de vente. Les distributeurs s'occupent des flux physiques, des transports, mais également des flux financiers. Nous encaissons évidemment le chiffre d'affaires que nous reversons en fait immédiatement à l'éditeur, modulo évidemment la prestation de distribution que nous prenons. Nous prenons quand même tous les risques dans ce commerce. Systématiquement, en fait, si un libraire connaît des difficultés et notamment qu'il n'a pas réglé la totalité de ses factures, c'est nous qui encaissons les pertes et nous ne les faisons en aucun cas subir à l'éditeur. Donc nous sommes l'intermédiaire et la soupape entre, je dirais, l'éditeur et le client. C'est nous qui avons la relation avec le client. Et pour vous, est-ce qu'il y a surproduction? Surproduction, on est distributeur, on a vocation à distribuer tout. Après, c'est évidemment le public qui va faire le succès. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment surproduction. Donc, pas de surproduction pour le distributeur, qui s'accommode bien de la situation du marché. Il nous reste à rencontrer un dernier acteur de la chaîne du livre, le diffuseur. Thierry Azzori, le directeur général de Del Sol, une des plus importantes structures de diffusion du marché des bandes dessinées en France, va m'expliquer quel est son rôle. Un diffuseur, c'est celui qui commercialise au nom de l'éditeur ou des éditeurs les ouvrages chez les professionnels, à savoir les enseignes, les librairies spécialisées, les grandes surfaces, la Belgique, la Suisse, le Canada, le monde entier. Ça commence, je dirais, 2-3 mois avant la parution d'un ouvrage. On se réunit avec l'éditeur. Les éditeurs vont présenter un à un l'ensemble des ouvrages. À partir de là, le représentant ou les professionnels qui assistent à ces réunions vont avoir des objectifs et vont aller démarcher auprès des clients pour aller vendre au mieux et mettre en avant au mieux possible, avec le plus d'efficacité possible, les titres. Le métier a beaucoup changé ces derniers temps. Il faut savoir qu'il y a encore 5 ans, 100% des clients étaient visités par les représentants. Aujourd'hui, la plupart des enseignes ont centralisé, donc c'est une personne à la Fnac, par exemple, chez Carrefour, chez Auchan, chez Cultura, chez Virgin, qui va commander pour l'ensemble des clients. Évidemment, ce n'est pas nous, ou moi, ou le directeur commercial, qui décidons de la puissance d'un titre. C'est fait en travail, ce que je disais tout à l'heure, en amont, avec l'éditeur. C'était une nécessité d'avoir votre propre diffusion Une nécessité, je ne sais pas, un avantage sûrement. Le premier combat, c'est la visibilité. Et la visibilité, c'est en point de vente que ça se passe. Sans même savoir si on fait de la promo, des bannières, etc., il faut déjà être vu parmi les piles de nouveautés, bien placé. J'insiste vraiment sur ce terme visibilité, c'est que quand vous allez chez un libraire, il a ses piles, etc. Et il faut avoir le bon niveau de piles, il faut être au bon endroit. Et aujourd'hui, mon métier, et ce que j'essaie de faire passer auprès des représentants, c'est ça. C'est pas forcément l'acte de vente, c'est aussi la mise en scène chez le libraire, comment il va le défendre, etc. Il faut savoir aussi que une visite chez un libraire, c'est très bref. Donc il faut être très efficace. Bon, dis-moi, ce que tu m'as communiqué là, par mail, là, tes chiffres là, oui. C'était bien d'août à décembre. Oui. On a vendu moins de volume cette année que l'an dernier pour la même période. Oui, aujourd'hui, tout se fait sur un tableur Excel. On raconte très peu les histoires. On parle chiffres, on parle quantité, on parle volumétrie. Voilà, combien tu en as vendu, combien tu peux en vendre, ce que l'on met à côté au niveau marketing pour aider à la vente. Chez Dargaud, cette année, ils nous ont proposé, enfin, Média Diffusion, nous a proposé un chèque de récompense si on travaillait bien, si on faisait plus 15%, parce qu'eux, ils ont subi des pertes quand même assez importantes dans le premier semestre. Ils calculent mal leur truc parce que quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à avoir 15% d'augmentation en 6 mois. Les gens ne vont pas dépenser plus, leur budget est limité. Il y a 20 titres qui sont très importants pour nos clients, et une fois qu'ils ont acheté ces 20 titres sur les 2-3 mois qui sont sortis, après ils n'ont plus la place pour acheter autre chose. La mise en place, on ne l'a pas bien vendu. C'est pas si mal que ça quand même. Oui, mais par rapport à la mise en place, c'est pas bon. Et évidemment, plus vous pesez lourd, plus vous êtes fort, et ça c'est le diffuseur évidemment qui parle là, mieux vous êtes traité. Donc c'est un combat impitoyable, mais il vaut mieux être du côté des plus gros que des plus petits à ce niveau-là. Ça fait un peu froid, ça fait un peu... Mais c'est du commerce, oui. Alors c'est un produit sympa, c'est vrai. C'est de la littérature, c'est une œuvre, c'est de la création, c'est de l'artistique. Mais
on reste dans un cadre. Une fois de plus, l'éditeur, s'il me demande de mettre en place 10 000 bouquins et j'en mets 20 000, il va me dire « mais t'es fou, je t'ai pas demandé ça, t'as mal fait ton travail ». Là, après, c'est pas nous qui faisons le succès, c'est le client, il adhère pas, c'est le libraire, c'est la communauté, c'est les journalistes, c'est les blogs, c'est bon. Moi, je suis un maillon. Mais chez l'éditeur, il y a un service communication, marketing, on va faire de la promo, on va avoir de la presse, l'auteur va aller en dédicace. C'est le libraire aussi qui doit faire passer le message. C'est le libraire qui va dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Vu la pléthore de sorties dans le mois, le conseil du libraire devient essentiel. Moi, je me mets à la place aujourd'hui de quelqu'un qui ne lit pas la BD de manière régulière. Quand il arrive dans le librairie de bande dessinée, il peut s'enfuir, c'est possible. Dans mon chiffre d'affaires, mes grosses ventes, ce n'est pas celles qu'on vend sur le plan national. Les 13 Torgal et tout ça, ils se vendent tout seuls, ce n'est pas mon travail de les vendre. Moi, mon travail, c'est de faire découvrir les bandes dessinées qui vont devenir les prochains succès des années prochaines. C'est mes coups de cœur à moi qui comptent. Tu peux faire voir que Grand Mort, c'est le champion de la librairie. La relation entre diffuseur et libraire est donc un rapport de force. Il est rythmé par ce qu'on appelle le système des offices, soit l'envoi régulier des nouveautés. Olivier Vandernoot nous détaille ce système. Les éditeurs sont rémunérés par le distributeur à la mise en place. Donc d'où l'intérêt, effectivement, de sortir beaucoup de livres et donc d'abreuver les librairies au maximum de manière, je dirais, à avoir des fonds le plus rapidement possible. Ça, c'est un état de fait. Le jeu, effectivement, c'est de vendre au plus vite les nouveautés de manière à pouvoir payer les distributeurs. Je comprends que ça puisse peser un peu sur le libraire, mais c'est ce qui a permis l'essor du marché du livre et de la librairie. Donc ce système, qui effectivement est un constant flux aller d'une part, flux retour d'autre part, ce mouvement de va-et-vient perpétuel, c'est ce qui donne de la visibilité et une chance, notamment aux nouveaux auteurs. La contrepartie, c'est que c'est un petit peu lourd, mais si je prends la photographie de la librairie aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans, le bulletin de santé est quand même meilleur. Il est temps de faire le point et de découvrir sur le prix d'un livre qui touche quoi. Outre les 8% qui reviennent aux auteurs, environ 20% reviennent à l'éditeur, 11,5% partent à la fabrication du livre, 9% à la diffusion, 12% à la distribution et 34%, soit la plus grosse part du livre, reviennent au libraire. S'ajoute à cela la TVA, 5,5%. Effectivement, les 34% de la part sur le livre qui nous revient paraît énorme par rapport aux 8% de l'auteur. Mais sur ces 34%, il y a tous les frais de gestion de la librairie, le loyer, la comptabilité, les frais financiers qui sont très importants pour ceux qui commencent. 15% qui vont à la masse salariale, bien sûr, avec les charges sociales qui vont avec. Et c'est pas pour ça qu'on est très bien payé, parce qu'on est tous avec un SMIC ou un gros SMIC. C'est pas pour ça qu'on devient riche en étant libraire. Et puis franchement, c'est pas le but du jeu, de s'enrichir. On s'est enrichi plutôt des rencontres avec les auteurs, avec les clients. On a des belles choses dans la tête et je pense que c'est le plus important. Et alors, comment vous percevez la situation actuelle, en particulier du côté des auteurs ? Je ressens actuellement une inquiétude, surtout du côté des auteurs, parce que les auteurs, je les côtoie, je les ressens beaucoup plus. Effectivement, les années à venir vont être très très compliquées. Je suis pas éditeur, enfin là, c'est Joker, je ne peux pas répondre à ça. Je décide de partir à nouveau à la rencontre des auteurs. Isabelle Bautian est une scénariste de bande dessinée depuis 7 ans. Elle a publié près d'une dizaine d'albums chez plusieurs éditeurs. J'ai commencé en fait la BD en 2005, j'ai signé mon premier contrat chez Largo en 2005. J'ai eu la chance d'avoir mes 2 premiers dossiers qui ont été acceptés, un chez Largo et un chez Emmanuel Proust. Et de là, j'ai pu arrêter. Je suis arrivée pendant la surproduction, donc paradoxalement j'en ai profité et je me paye un peu le retour de bâton. Donc bon, je ne sais pas si j'aurais été signée aussi facilement si ça n'avait pas été encore dans cette phase de surproduction. Alors concrètement, combien gagne un auteur de BD ? Je suis en tant que scénariste, juste entre 70 et 100 € la planche. J'ai été entre 500 et 1000 € par mois pendant tout, depuis que je fais de la BD. Je pense qu'on peut survivre avec des petites sommes, mais bon, après, faut
faut savoir en avance qu'il y a des choses qu'il faudra sacrifier. Ce qui est gênant pour moi, c'est pas tant d'avoir peu d'argent au quotidien, c'est vraiment... bon, il y a déjà l'angoisse de savoir que si ça s'arrête, on a 0 revenu parce qu'on n'a pas de cotisation chômage. Il y a aussi l'angoisse que s'il y a le moins de pépins, on est dans la merde. Moi, c'est plutôt ça qui me... Le fait de gagner peu, bon, bah voilà, je prends mes responsabilités, j'ai choisi ce métier-là, je savais que j'allais pas être blindée de fric avec ça. Mais le fait d'être à la merci de n'importe quel impondérable, ça, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant. Surtout maintenant que j'ai des enfants, donc... Quand on rencontre des gens qui disent « Ah, c'est galère pour moi en ce moment », c'est « Ah bon, j'ai un petit peu de mal, j'étais en découvert à la fin de mois », bon, c'est galère, mais c'est pas la merde. Je pense qu'ils se rendent pas compte, enfin, quand j'en discute avec les directeurs de collection, en tout cas avec qui je m'entends très bien, je vois qu'ils savent que je veux dire que chez Paris, ils savent que je suis pauvre, même carrément, mais je pense que pour n'importe qui, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que c'est que le quotidien quand on a vraiment très très peu d'argent. Les directeurs de collection, c'est pas du tout puissant non plus, ils pourraient pas forcément... ils vont pas me signer un truc par charité. Hein. Donc, bon, la plupart de ceux avec qui je travaille ont quand même la gentillesse de compatir, ce qui est finalement ce qui est déjà beaucoup, parce que j'ai d'autres employeurs qui ne le faisaient pas autant, qui n'en faisaient pas autant. Je dois toucher entre 210 et 250 € de la page, du noir et blanc. Sur les godillots, je suis à une planche par semaine. Et je ne peux pas faire moins. Donc, si je faisais que les godillots, je ne m'en sortirais pas. C'est même pas un SMIC. Je me dis, je participe à cette surproduction. Parce que je suis obligé, moi, de me faire 2-3 albums par an pour en vivre, pour pouvoir vivre. Donc, je participe en même temps. C'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Pendant la préparation du film, lors d'un débat organisé à Pau, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres auteurs qui m'ont également fait part de leur malaise. T'as l'impression qu'on te dit en permanence « mais tu fais un métier passion ». Oui, c'est ça. Tu devrais accepter n'importe quelle condition. Et ça veut dire quoi? Que seuls les métiers pourris doivent gagner de l'argent et les beaux métiers qu'on aime bien faire par passion, il faut qu'on accepte qu'on le fasse gratuitement pour le bien-être de la société. Il y a un côté surréaliste à dire de ce genre de choses, comme si ceux qui font des métiers de merde nous reprochent de faire des métiers sympas en nous interdisant d'en vivre. Donc en nous interdisant d'avoir une protection sociale, en nous interdisant d'avoir une protection du chômage ou des choses comme ça. Bref, on n'a que dalle, mais on est auteur. La crise, cela touche donc particulièrement les auteurs aujourd'hui. Mais était-ce si différent auparavant? J'ai besoin de remonter le temps, de comprendre l'évolution de la condition des auteurs au cours des 30 dernières années. C'est à Bruxelles, le fief historique de la bande dessinée franco-belge, que je compte trouver quelques pistes. L'économie de la bande dessinée a changé. Les années 60-70, grosso modo, je pense que c'est l'âge d'or économique pour les auteurs de bande dessinée. Dans les années 70, je dirais l'histoire de la bande dessinée, en gros, c'est la bande dessinée, c'est fait pour quoi? C'est fait pour remplir des journaux. Les auteurs des années 70, ils étaient payés à la page, ce qui était normal. On remplit un journal, on paye à la page, voilà. Et puis en plus, bonus, ils ont des albums, ils sont aussi romanciers, ils ont aussi le statut, d'une certaine manière, d'auteur de livres. L'album, c'est évidemment la récompense suprême, mais des albums à l'époque, on en sortait, tous les éditeurs confondus, en sortaient 300-400 par an. Moi, j'ai dû attendre les années 80 pour avoir mes premiers albums. Donc, je vivotais, si je puis dire, de ce qu'on appelle le prix à la planche. Ça fait quelques années de galère. Enfin, oui, de galère, un peu. Mais comme j'avais rencontré ma future épouse qui gagnait sa vie, ça m'a quand même un peu aidé à, je dirais, faire bouillir la marmite. Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les auteurs de bande dessinée se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. J'ai eu la chance, précisément en rencontrant Rosinski, d'avoir Torgal qui a démarré petit, mais dont on a vu une progression, sinon rapide, du moins, je dirais, révélatrice d'un succès éventuel. Donc ça m'a encouragé à rester, ça c'est évident. Et bon, je dirais qu'au bout de 6 ans, je me suis dit, là, je crois que je vais m'en sortir. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période, je dirais. Les années 2000, c'est quoi? Il n'y a plus de journaux. Donc les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres.
les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps, c'est vraiment du temps, mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Et si ta valeur sur le marché, c'est te battre contre les 5500 nouveautés par an, voilà où se trouve la crise économique pour les auteurs. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort. Tous ces bouquins invendus, invendables, ça coûte cher. J'espère que dans votre documentaire, vous allez trouver la clé à la réponse, mais moi, je ne comprends pas, mais je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre ce mécanisme d'ouverture à n'importe quoi. Je pense que dans la surproduction, nous, éditeurs, les premiers, on a édité beaucoup de livres inutiles. Je pense pas, on ne peut pas dire que ce sont des mauvais livres, c'est juste des livres qui n'avaient pas de place sur un marché surencombré, qu'on n'aurait pas dû éditer. On n'a rendu service ni à l'éditeur qui a perdu de l'argent, ni à l'auteur qui a été déçu, ni aux lecteurs qui ont été déçus aussi, puis visiblement. La précarisation, elle ne vient pas de la rémunération des auteurs, elle vient du fait qu'il y a 10 fois plus de livres sur un marché qui a grandi 2 fois plus. Oui, c'est dommage, mais à nouveau, voilà, en tant que patron de Dargaud, je ne me sens pas du tout responsable. Nos auteurs, en moyenne, vendent 3 fois plus que ceux des autres. Aujourd'hui, au moment où on parle, tous les éditeurs sont en train de vraiment de freiner sérieusement. Cette crise fait qu'aujourd'hui, on signe moins et que les choses que moi-même j'aurais pu signer avec une certaine désinvolture, il y a 2 ans, je suis moins désinvolte aujourd'hui. Les choses vont tellement vite qu'aujourd'hui, finalement, dès le premier album, on sait. Aujourd'hui, je dirais que ce que Jean-Pierre Dionnet de Métal Hurlant appelait les hommes en gris, c'est-à-dire les gens qui font les comptes, ils disent tout de suite « Hey, voilà, c'était ça que tu espérais vendre, c'est ça que tu as dépensé pour faire cet album, c'est ça qu'on a vendu. » Aujourd'hui, il m'arrive de prendre la décision raisonnable d'arrêter une collaboration sur une série après le premier album. Moi, ça me fait mal au ventre. Hein. Je n'envoie pas de mail. Hein. J'appelle les auteurs. Il me faut parfois plusieurs jours avant de le faire parce que c'est quelque chose qui est traumatisant pour tout le monde. Je vais appeler un auteur pour lui dire « Je t'ai embarqué dans une histoire » et on y a cru et on était là « Ouais, tape là mon frère, vas-y, on va se faire le truc et on va cartonner, etc. » Donc moi j'y ai cru, on y a tous cru, quand même. Le jour où il faut appeler les gens avec lesquels tu as fait la fête, tu as sablé le champagne pour dire « Ça y est, on a le premier album », pour lui dire « On s'est ramassé », sachant que c'est bien plus violent et bien plus douloureux pour les auteurs. Parce que c'est eux qui ont fait le livre, c'est eux qui se sont investis, c'est eux qui ont passé du temps là-dessus. Non, c'est un moment extrêmement désagréable. Mais je pense que c'est un moment que l'éditeur ne doit pas, il doit pas passer à côté. Je ne sais pas comment vivent les jeunes auteurs, je suppose qu'ils ont un autre métier, mais comme dessiner un album, ça prend quand même entre 6 mois et 1 an, je crois qu'ils sont dans une situation impossible, mais apparemment ça continue à attirer pas mal de jeunes, puisque on nous sort 5000 bouquins dans l'année, enfin en comptant les mangas. Il y a eu véritablement un âge d'or, qui a encore aujourd'hui des auteurs en activité qui l'ont connu, et qui se retrouvent dans cette position, mais invraisemblable, qui n'existe dans aucune autre profession, où les mecs sont obligés de revenir sur leurs acquis financiers, pour continuer à travailler et continuer à vivre. C'est pour eux que la situation est inadmissible. Et oui, elle est inadmissible. Le monde de la bande dessinée est entré de plein pied dans une économie de marché ultra-libérale, bien loin de la perception que l'on pourrait en avoir. Et comme toujours, ce sont les plus fragiles qui en subissent les conséquences. Et les plus fragiles ici, ce sont les auteurs. Au début de mon enquête, le syndicat des auteurs avait déjà tiré le signal d'alarme. Et aujourd'hui, où en est-on?
Malheureusement, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que les tendances qui étaient là se sont poursuivies et la précarisation dont on parlait et qu'on pressentait, elle est maintenant assez installée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des auteurs qui ont dû arrêter en fait, de faire de la bande dessinée parce que c'est pas du tout rentable pour eux. Et le nouveau phénomène, c'est que même les blockbusters, depuis l'année dernière, ont connu, pour un certain nombre d'entre eux, un affaissement de leurs ventes, parfois de 30% par rapport aux années précédentes, ce qui affole un peu tout le monde. Parce que jusqu'à présent, et c'était normal, les éditeurs utilisaient ces blockbusters pour financer des jeunes auteurs à côté, ce qui est un bon équilibre, je trouve, pour un éditeur. Or là, cette manne est en train aussi de s'atténuer, parce que la crise, parce que la surproduction. Dire que contre vents et marées, on va préserver en tant qu'éditeur des modèles qui seraient en contradiction manifeste avec l'économie du monde dans lequel on vit, ce ne serait pas très raisonnable. Évidemment, notre rôle est de faire en sorte que les auteurs puissent vivre aussi correctement que possible. Mais le rôle des auteurs, il est aussi de savoir s'adapter. J'en vois quand même pas mal qui diversifient leur travail, vers l'animation, le jeu vidéo, la publicité, qui ont des agents publicitaires, etc. C'est pas mauvais pour eux non plus de voir ça, des choses comme ça, c'est d'avoir une vision un peu plus large de leur métier. Moi j'ai envie de dire non. Non, il y a des gens qui travaillent dans d'autres domaines, c'est différent. Il y a des gens qui travaillent dans le cinéma, qui travaillent dans l'animation. C'est ceux qui ont la chance d'être demandés dans ces domaines. Si je parle de la majorité des auteurs de bande dessinée sur les 1500 qu'on citait, ces 1500-là sont des professionnels de la bande dessinée, ne font que ça. Et ça prend un temps infini de faire une bande dessinée, surtout pour le dessinateur. Donc je trouve ça un peu facile de dire à un moment donné, bah, allez, vous aurez un deuxième métier comme d'habitude. Bah non, ils vont devoir apprendre à avoir un deuxième métier. Mais qu'est-ce qui reste comme temps pour faire bien de la bande dessinée quand c'est le soir, crevé, après avoir bossé dans la journée? La bande dessinée, par son histoire, qui est de remplir des journaux, c'est-à-dire toutes les semaines il faut faire des pages, c'est un monde de professionnels. Et c'est bien ça toute l'angoisse des auteurs aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que ça va rester un monde de professionnels? C'est toute la bande dessinée traditionnelle qui se retrouve tout à coup le cul entre deux chaises, c'est qu'il faut le temps de faire les planches, mais si tout à coup les éditeurs payent les auteurs non plus en fonction du temps passé, c'est-à-dire du labeur, mais en fonction de la valeur commerciale, qu'est-ce qui va se passer? Je comprends bien que c'est compliqué pour les auteurs. D'abord, quand on est auteur, souvent on a démarré très jeune, on a du mal à comprendre tous ces vecteurs économiques qui agissent un peu malgré nous et dont on est indépendant, donc je comprends que ce soit compliqué. Il faut bien que les choses soient claires en ce qui concerne le SNAC et à titre collectif. On défend le droit d'auteur, mais le droit d'auteur n'est pas contre les éditeurs, bien évidemment. Le droit d'auteur oblige l'éditeur, qui est le cessionnaire des droits de l'auteur personne physique, à rémunérer cet auteur. Donc si l'éditeur ne fait pas son boulot de commerçant et ne génère pas des recettes d'exploitation sur l'œuvre, l'auteur n'est pas payé. Si on défend les auteurs, on doit quelque part défendre aussi le rôle et la qualité de l'éditeur. La seule chose, c'est que collectivement, nous, on défend un équilibre des droits des uns et des autres. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre manifeste dans les rapports contractuels entre les auteurs et les éditeurs, et que même on pourrait aller jusqu'à dire que les droits d'auteur actuels, les contrats d'auteur actuels sont confiscatoires du droit d'auteur, de l'auteur personne physique. Contrairement à ce que vous pensez, un éditeur est beaucoup plus romantique que ses auteurs. Le droit d'auteur ou le taux de droit d'auteur n'est pas vraiment un sujet de conversation, à part chez les syndicats ou leurs avocats. Il n'y a pas de contrat type. Quoi qu'en dise la SACD, quoi qu'en dise le syndicat des auteurs, le contrat type n'existe pas. Il y a deux choses qui comptent, hein, c'est combien et quand. Et jusque quand. C'est tout. Je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui signent avec un pistolet sur la tempe. Hein. Mais pour les auteurs qui n'ont pas encore de best-seller à leur actif, est-il vraiment possible de négocier face à l'éditeur? Pour l'instant, je ne modifie pas mes contrats. Non, pour l'instant, je ne suis pas dans la discussion. Mais je n'ai pas non plus eu l'occasion d'avoir 10 000 contrats. J'en ai eu de 2 éditeurs différents. J'ai accepté ces contrats-là en l'état, ou j'acceptais pas, et c'est fini, je ne faisais plus rien. Il y a de ça aussi, quoi. Avec les petits éditeurs, forcément, on ne va pas demander la même chose qu'avec les très gros. Il y a peut-être certains titres que j'ai peut-être plus de chances de vendre en quantité chez eux que chez un gros éditeur, parce qu'ils vont vraiment défendre quand ce n'est pas des trucs forcément très commerciaux. Donc eux, ils ne vont pas me payer une somme folle, mais je sais, bon, déjà qu'ils donnent des droits un petit peu plus conséquents, ils vont très bien défendre les bouquins. Petits ou gros éditeurs, c'est les mêmes contrats. Or, ça ne devrait pas à ce moment-là être les mêmes contrats. Parce que les conditions économiques ne sont pas les mêmes. Donc il devrait y avoir des contrats left pour les petits éditeurs,
c'est-à-dire moins de droits cédés aux petits éditeurs qu'aux gros, parce que les gros auraient mieux financé la création que les petits ne le font. Or, il n'y a pas de logique. Tout le monde s'aligne sur des clauses qui sont à peu près les mêmes. Mais ça tient aussi au fait que les auteurs ne discutent pas. Donc c'est aussi la responsabilité des auteurs de temps en temps de faire le point de ce qu'il leur est proposé et de savoir s'il y a des conditions différentes, donc des clauses différentes. On m'a toujours proposé des trucs que j'ai estimés quand même cohérents par rapport à mon niveau de notoriété, à mon niveau de vente et à la décence pure et simple, donc un peu négocié, mais pas plus que ça. La décence pure et simple. Au mieux de sa carrière, Isabelle Bauthian n'a jamais touché plus de 1 000 € par mois de la bande dessinée. Marco, lui, compte sur ses activités complémentaires afin de toucher plus qu'un SMIG. Cette précarité du monde des auteurs est-elle une généralité ? Aucune étude n'a jamais été faite en France sur le sujet. Alors que j'entame déjà le montage de ce film, je décide de faire circuler un questionnaire destiné aux auteurs pour avoir une vision plus globale de la situation. En quelques jours, grâce aux réseaux sociaux, je reçois plus d'une centaine de réponses, d'auteurs à expériences et d'âges très variés. La plupart de ces auteurs sont publiés dans des grandes maisons d'édition. Le constat est sans appel. Sur les réponses, toutes catégories confondues, c'est 67% des auteurs qui vivent avec moins de 1 250 € par mois, soit moins que le SMIG. La situation est particulièrement catastrophique chez les jeunes auteurs. 84% d'entre eux gagnent moins de 1 000 € par mois de la bande dessinée. Seuls 59% des auteurs ont déjà touché des droits suite à leur vente. Dans le cas des jeunes auteurs, cette proportion baisse à 26%, soit 1 sur 4. Dans les commentaires des auteurs à mon questionnaire, des mots reviennent comme une litanie. Misère, précarité, dégradation des contrats, impossibilité de négocier. Et pour ceux qui s'en sortent, l'impression qu'ils ne le doivent qu'à la chance. Mais d'autres mots reviennent également. Enthousiasme, passion, amour de la bande dessinée, et même de nouveaux espoirs en l'avenir. Et cet avenir, parlons-en. Les pratiques culturelles sont actuellement en pleine mutation. Les lecteurs de bande dessinée sont encore attachés au support papier, mais le numérique change la donne. La musique, le cinéma ont appris à leurs dépens que ce bouleversement était inévitable. Un bras de fer oppose depuis plusieurs années éditeurs et auteurs concernant l'exploitation numérique de leurs œuvres. Que les choses soient claires, les discussions durent depuis plus de 4 ans sur les questions numériques. Et à chaque fois, il y a un coup d'arrêt à un moment donné qui n'est pas donné par les représentants des auteurs, mais qui est donné par les représentants des éditeurs. S'il n'y a pas une volonté politique de dire, là ça va, il y a un déséquilibre qui s'est créé, qui nécessite que le législateur fasse quelque chose, ça n'avancera pas. Aujourd'hui, tous les éditeurs qui investissent dans le numérique le font à perte. Il n'y a aucune raison pour que les rémunérations ne soient pas revues. Mais aujourd'hui, si elles devaient être revues, ça serait plutôt à la baisse. Actuellement, on a un peu l'impression d'être la variable d'ajustement d'un modèle qui se cherche et on se dit, bah, vous toucherez moins parce que le coût de l'album vendu en ligne, en général, plutôt le prix de vente est en général beaucoup plus bas que le prix de vente en librairie. Et on se retrouve, nous, avec des droits qui risquent de tomber vraiment en flèche, quoi. En matière d'édition numérique, l'adversaire de l'auteur, ce n'est pas l'éditeur. L'adversaire de la création aujourd'hui, ce sont les grands opérateurs américains pour qui le contenu n'est qu'un prétexte. Il faut voir que M. Google, son intérêt, ce n'est pas de vendre des contenus, c'est d'avoir du trafic, car il vendra ce trafic. L'intérêt d'Apple, c'est un peu de vendre des contenus, mais c'est surtout de vendre des iPods, des iPads ou des Macs. Si jamais un jour l'édition numérique, la lecture numérique doit cannibaliser la lecture traditionnelle, l'éditeur papier en sera la première victime, bien avant l'auteur. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on dramatise. Aujourd'hui, le papier représente 99% des ventes de bande dessinée. Donc le numérique, c'est un sujet très important parce que c'est un sujet d'avenir, mais le poids du numérique aujourd'hui dans l'édition, et en particulier dans l'édition de bande dessinée, il est inférieur à 1%. Donc on est quand même encore un petit peu dans la poétique fiction. Mais au-delà de la question des droits, le numérique permet également une reprise en main par les auteurs de leur propre destin. Des initiatives se multiplient actuellement. De fait, il y a pas mal de projets de revues numériques qui ont commencé à apparaître cette année et l'année prochaine, comme BD Nag, comme Mauvais Esprit, comme Professeur Cyclope que je lance avec mes camarades. Pour ma part, je collabore avec plusieurs auteurs, avec le scénariste Chris, Sylvain Ricard, Franck Bourgeron, etc. pour créer une revue numérique et papier de reportage en bande dessinée qui s'appellera La Revue Dessinée et qui devrait sortir courant 2013.
Je pense que c'est venu d'une envie, justement, des auteurs, à un moment donné, de se dire, bon, bah, il y a un problème, on est dans une impasse, on a l'impression d'être que en train de râler auprès des éditeurs, essayons de proposer quelque chose. Et essayons peut-être de montrer aux éditeurs qu'on peut trouver un modèle économique. Alors, c'est pas gagné, ça va pas être simple, mais au moins, on a l'impression de faire quelque chose qui, je l'espère, pourrait avoir des répercussions positives sur le reste de la profession. Moi, je crois qu'un marché peut exister si on accepte l'idée d'acheter quelque chose en ligne si c'est qualitatif. Reste à en convaincre les internautes qui ont parfois des habitudes de gratuité en ligne, mais je pense que ça peut se faire si on communique dessus. On va voir ce que ça va donner, on va sans doute essuyer des plâtres, mais le fait que ça vienne d'auteurs, pour moi, ça c'est super positif, parce que j'ai l'impression que les grandes revues qui m'ont marqué quand j'étais gamin, souvent venaient d'initiatives d'auteurs, donc je crois pas mal à ça. Quand on en parle à certains éditeurs avec lesquels on collabore, on travaille régulièrement, beaucoup nous disent qu'ils sont eux-mêmes inquiets et qu'ils espèrent, ils attendent que des auteurs vont apporter des solutions. C'est bien le rôle des auteurs d'être en première ligne, d'être en avance. Je trouve ça très bien. Je veux dire par là que la vocation de l'auteur, c'est quand même d'être un artiste, donc d'être à la pointe et d'être dans l'innovation. J'en suis content et c'est bon signe. On est déjà en train d'envisager comment créer des passerelles avec eux. Ce sont les auteurs qui le créent, donc c'est leur bébé. Maintenant, ils ne vont pas vivre dans un monde isolé, donc ils auront besoin aussi, certainement, d'échanges intéressants avec les acteurs du marché. Nous faisons partie de ces acteurs. Être dans la position de celui qui va sauver l'éditeur en apportant justement ce genre de solution, on a envie de dire oui, mais on veut d'abord aussi travailler pour notre chapelle, on va dire, d'auteurs, travailler aussi pour les libraires, travailler pour des gens qui se battent pour le livre. Ne voyons pas le numérique que comme un tsunami qui va nous écraser, voyons-le comme quelque chose qui peut être une occasion assez géniale de réinventer l'art séquentiel. Et là-dessus, il y a des opportunités vraiment fantastiques. Est-ce que ça sera par nous, est-ce que ça sera par les gens qui le feront à côté plus tard, etc. On verra. Mais oui, si on parle artistiquement parlant, ça va être super. Si on parle socialement et financièrement parlant pour les auteurs, au début, ça va être compliqué. Mais on voit aussi qu'il y a des auteurs qui arrivent à se promouvoir tout seuls grâce à Internet. C'est pas le plus facile. Je ne mettrai pas ça comme un modèle absolu, mais c'est quand même un nouvel outil qu'on n'avait pas du tout avant. Donc, allez, soyons optimistes, et comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et ben, nous sommes heureux en poussant notre rocher. Le petit monde de la bande dessinée est donc en plein questionnement, en plein bouillonnement. Le modèle économique est en train de changer. Alors, est-ce que c'est de la faute des éditeurs? Est-ce que c'est de la faute du marché? Est-ce que c'est de la faute des lecteurs? On sait que c'est pas la faute des auteurs. Simplement que ça veut dire que les auteurs, ils sont obligés de se remettre en question en permanence. En dépit des doutes, l'attachement et l'amour des auteurs envers leur métier demeurent inébranlables. Je fais ce métier parce qu'il y a des questions que j'ai envie de poser, des propos que j'ai envie de défendre, des réflexions que j'ai envie de partager avec les lecteurs. Et voilà, indépendamment de l'aspect financier, j'ai envie de servir à quelque chose. Les auteurs ont pris conscience de la réalité et reprennent en main leur destin. La situation en général, maintenant à l'heure actuelle, nous force à être beaucoup plus informés. Et c'est en général nous qui sommes les premières, bon, en général victimes, mais aussi on est responsables, si tu veux, de ces situations-là. T'es bien quand t'es un petit gamin, que tu te revois en train de lire de bande dessinée, tu es en train d'en faire. Il faut faire un peu violence et si ce film peut faire avancer ça, faire prendre conscience de ça, on a besoin de l'éditeur pour vivre. Je crois aussi que l'éditeur a besoin de l'auteur aussi, énormément. La relation entre auteur et éditeur au cœur du processus créatif est appelée à évoluer. Moi, mon optimisme, c'est de me dire que dans cette histoire, aujourd'hui, l'auteur comme l'éditeur, c'est main dans la main pour inventer, pour créer, pour se sortir de cette histoire par le haut. Une chose est sûre en tout cas, tous les acteurs de ce marché que j'ai pu rencontrer au cours de cette enquête, quel que soit leur discours, sont liés par leur passion pour la bande dessinée. Il reste pourtant un acteur, indispensable à la chaîne du livre, et dont pourtant je n'ai pas encore parlé. Un acteur à l'origine de tout, qui finance toute la chaîne, et qui par ses choix, oriente son évolution et son avenir. Cet acteur, c'est vous, lecteurs. Ce sont vos choix de lecture, d'achat de livres papier ou numérique, votre intérêt pour les nouvelles initiatives, votre soutien financier ou votre choix de gratuité, qui définiront la bande dessinée de demain. Son avenir est entre vos mains. Alors, quel sera cet avenir ? C'est à vous désormais qu'il appartient d'écrire la suite de l'histoire.